parlementaires européens n'ont pas le droit de proposer des textes de loi. Eux, en fait, ils ne peuvent que voter ou amender les textes de loi qu'on leur propose. Mais en aucun cas, ils peuvent en créer. Bonjour à tous et bienvenue dans notre monde. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va plutôt pas mal, à part que je me suis cassé une cheville, mais à part ça, tout va bien. Donc merci à tous de rejoindre ce live Géopolitica. Et donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on va parler de l'Union européenne. Parce que de manière générale, on en fait tous partie. Enfin bon, je suppose que la plupart des viewers sont français. On en entend parler un peu partout, tout le temps, l'Union européenne, l'UE, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on connaît pas grand-chose. Enfin, franchement, si je vous demande même de lister la liste des membres de l'Union européenne, déjà, combien il y a de membres? Qui fait partie de Schengen? Ça sert à quoi les parlementaires européens? C'est quoi la Commission européenne? Bah, en fait, c'est plein de questions dont on nous parle, je trouve, de manière générale dans les médias, comme si c'était acquis, alors que j'ai l'impression qu'au final, personne ne connaît. Donc, bah, on va essayer de revoir ça tous ensemble aujourd'hui, hein. Un peu le but, quoi. Donc, d'abord, on va commencer tout simplement par montrer c'est quoi l'Union européenne et quels sont ses États membres. Déjà, c'est quand même un peu, un peu la base. Donc l'Union européenne, aujourd'hui, donc, est constituée de 27 États membres, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, Estonie, France, Finlande, Hongrie, il y a Lituanie, Lettonie, Malte. Après, après, on a la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, la Roumanie, la Grèce. Et est-ce que j'en ai oublié? Non, je crois que je suis à peu près bon. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, l'Union européenne, ça s'est pas fait en un jour. Donc, ça a d'abord commencé en 1957 avec le traité sur le charbon et l'acier qui regroupait donc 6 pays: la France, l'Allemagne, le Luxembourg, je crois que je l'ai oublié tout à l'heure, la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie. Et donc petit à petit, ça s'est étendu, d'abord au Royaume-Uni et en Irlande en 1973, et avec le Danemark en 1973. Bon, comme vous le savez, Royaume-Uni, depuis 2019, ne fait plus partie de l'Union européenne, hein, hashtag Brexit. Ensuite, on a eu en 1981, ça s'est étendu à la Grèce. Ensuite, on a eu 1986, l'Espagne, le Portugal. En 1995, on a eu l'Autriche, la Suède et la Finlande. En 2004, là, c'est un gros coup. On en a 10 d'un coup qui sont arrivés. Donc l'Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre et Malte. En 2007, on a la Roumanie et la Bulgarie qui est venue. Et enfin, le petit dernier, en 2013, on a donc eu la Croatie. Donc pour commencer, je vais d'abord essayer de vous montrer un peu et de vous expliquer comment fonctionnent les institutions européennes. Et vous allez voir, c'est un sacré bordel. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Je pense que là, ce serait pas mal. Donc au niveau de la prise de décision, donc il faut savoir que les institutions européennes reposent sur 4 piliers principaux, qui sont donc le Conseil européen,
la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Alors déjà, il y a Conseil européen et Conseil de l'Union européenne, déjà au niveau des noms. Comment ne pas s'y perdre? Donc en fait, le Conseil européen, ça regroupe les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays, donc un pour chaque pays. Ils se réunissent, je crois, une dizaine de fois par an, et en fait, ils impulsent les grandes orientations de l'Union européenne. C'est aussi le Conseil européen qui va désigner les membres de la Commission européenne. Je crois que c'est une fois tous les 5 ans, si je dis pas de bêtises. Donc dans la Commission européenne, il y a 27 commissaires, un par pays. Donc chaque conseiller, chaque chef d'État en fait du Conseil européen choisit un commissaire pour son pays, mais en sachant que il y a 27 commissaires, mais les commissaires ne représentent pas chacun leur pays en fait. Ils représentent l'Union européenne de manière générale. Une fois qu'ils ont été élus, leur rôle c'est pas forcément de dire bah moi je suis la Belgique, je vais tirer la corde à moi, je suis la France, c'est pour moi. Non, ils sont là pour traiter des sujets de manière générale de l'Union européenne et pas de leur pays. Donc ensuite, la Commission européenne, elle propose des budgets et en fait, elle propose des lois aux deux organismes en tout qui sont le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Le Conseil de l'Union européenne, en fait, ça regroupe les 27 ministres d'un certain sujet. Par exemple, quand il y a le Conseil de l'Europe qui va se réunir, bah, par exemple, sur des sujets sur l'agriculture, il va y avoir les 27 ministres de l'agriculture. Si c'est, je sais pas moi, sur la sécurité intérieure, on va avoir les 27 pays qui gèrent la police dans leur pays, ou les 27 pays de l'écologie. Donc en tout, le Conseil de l'Europe, ça se réunit à peu près une centaine de fois par an. Et donc le Parlement européen, donc dans les institutions, c'est la seule institution de l'Union européenne dont les membres sont élus au suffrage universel direct par les citoyens de l'Union européenne. Et donc le rôle du Parlement européen, c'est de voter les budgets et les lois européennes, donc qui sont proposées principalement par la Commission européenne et aussi par le Conseil de l'Union européenne. Ah, donc voilà, comme je disais, il amende et vote de Conseil les textes proposés et le budget. Alors, par contre, ce qui est assez étonnant, personnellement, et ce qui peut assez surprendre, c'est que donc les parlementaires européens n'ont pas le droit de proposer des textes de loi. Eux, en fait, ils ne peuvent que voter ou amender les textes de loi qu'on leur propose. Mais en aucun cas, ils peuvent en créer. J'avoue que c'est assez étonnant, puisque je pense que dans quasiment tous les parlements nationaux, les parlementaires ont le droit de proposer des lois qui vont être votées, acceptées ou pas acceptées. Euh, J'avoue que pour moi, je trouve ça personnellement un peu antidémocratique. Parce que je trouve que dans ce cas-là, on élit des gens juste pour dire oui, non. Mais au final, si c'est pas eux qui vont influer sur les lois ou c'est pas eux qui peuvent créer de nouvelles lois, au final, les lois elles vont être proposées que par des gens qui vont proposer des lois, mais qui n'ont pas été forcément élus directement par les citoyens. Donc moi personnellement, je trouve ça un peu problématique. Dans les autres institutions qui peut y avoir donc dans l'Union européenne, il y a aussi la Cour de justice de l'Union européenne. Donc en fait, une fois que les lois sont votées, en fait, ils sont chargés d'examiner la légalité des actes européens et puis de résoudre des conflits juridiques que tu peux avoir des fois entre institutions ou des États membres. Donc, si des États membres sont pas d'accord, par exemple, sur un texte de loi, sur un fonctionnement, si ils pensent, par exemple, qu'un État a pu favoriser une entreprise avec des aides d'État là où la loi l'interdit, par exemple, certains pays peuvent se retourner contre un autre pays pour dire bah, il y a eu concurrence déloyale entre nous.
Et donc son siège se situe au Luxembourg. Alors, un autre petit truc aussi que j'ai oublié de vous préciser aussi sur les lois européennes et qui est très très important, hein, c'est pas forcément marqué dans le schéma ici, euh, c'est qu'une fois que les lois sont votées au Parlement européen, elles doivent obligatoirement descendre dans les lois de chaque pays membre. Donc les États membres n'ont pas d'autre choix que de faire passer ces lois qui ont été votées au Parlement européen. Et si je me souviens bien, je crois que c'est assez important. On peut regarder ça ensemble, mais je crois que le nombre de lois en France qui sont votées par l'Union européenne, c'est énorme. Regardez ça. Voilà. Alors, regardez, donc on avait Monsieur Bardella du FN qui était 80% des lois votées à l'Assemblée nationale venaient de l'UE. Alors, est-ce qu'il a raison, notre cher Monsieur Bardella? Manger. Pardon. Voilà. Donc, ouais, donc c'est l'ancien président de la Commission européenne qui a déclaré que vers l'an 2000, 80% de la législation économique, peut-être même fiscale et sociale, sera décidée par les institutions européennes. Donc ça circule beaucoup, mais au final, c'est pas forcément ça. Alors, les trucs. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Donc en 2014, donc les trois quarts donc, des directives européennes, donc j'ai dit donc c'est les lois qui sont votées par l'Union européenne. Sur les 993 directives, il y en a 236 qui ont été transposées par les lois. Et le reste, ça a été fait par des directives autres, donc pas directement par le Parlement européen. Alors n'empêche, du coup, voilà le chiffre qu'on cherchait. Dans les 8 pays européens. Donc pour l'agriculture, banque, finance, environnement, il y a environ 30 à 40% des lois votées dans les parlements nationaux concernent des lois européennes. 20 à 30%, ça correspond aux énergies, technologies, les transports. Entre 10 et 10% les droits civils, le travail et tout. Et puis le reste, c'est l'éducation, le logement, la défense. Ouais, ça, c'est plus des prérogatives plutôt nationales. La défense, le logement, l'éducation. C'est vraiment lié au local aussi, donc c'est pas forcément illogique qu'il y ait beaucoup moins de texte là-dessus. Alors que sur des trucs comme l'agriculture, on a la politique agricole commune qui est commune à tous les États membres, donc c'est assez logique que ce genre de loi doivent être retranscrits. Enfin, il y a plus de lois en fait de lois européennes qui sont faites là-dessus, et du coup, plus de lois retranscrites dans le droit national. Mais n'empêche que c'est quand même vraiment important quand on voit ces chiffres-là. Et je pense que c'est quelque chose, franchement, qui est assez méconnu. On a toujours l'impression que c'est nos gouvernements ou notre chef d'État qui décide des lois ou qui propose des lois, ou encore les députés, comme j'ai dit tout à l'heure, qui proposent des lois. Mais en fait, il y a quand même énormément de lois dans les assemblées nationales qui sont juste des lois, en fait, où c'est des retranscriptions de lois européennes et ils n'ont pas le choix que de le faire. Donc, ça remet un petit peu en perspective des fois, je trouve, les critiques qu'on peut faire à nos propres gouvernements, alors qu'il y a pas mal de lois au final qui sont passées, c'est pas forcément de leur fait, hein, c'est l'Union européenne qui l'a fait. Mais bon. Donc, voilà ce qu'il y aurait de l'Union européenne. Alors après, dans les autres institutions qu'on avait, donc on a aussi la Banque centrale de l'Union européenne.
Donc la Banque centrale, donc, elle gère la monnaie pour les membres de la zone euro, la stabilité des prix, la politique monétaire, et donc c'est basé à Francfort. Et l'une de ses grosses prérogatives, donc, c'est de mettre en place ce qu'ils appellent le taux directeur. Donc en fait, c'est un taux d'emprunt qui permet en fait aux banques d'emprunter à l'Union européenne. Donc à quel taux les emprunts que les banques vont faire auprès de la Banque centrale de l'Union européenne vont être faits. Donc c'est une grosse prérogative qu'ils ont, et c'est leur plus gros moyen qu'ils ont pour essayer de stabiliser les prix, pour éviter une trop grande inflation dans l'Union européenne. Mais même si là, aujourd'hui, en 2022, c'est un peu compliqué l'inflation dans l'Union européenne. Et enfin, donc, dans les grosses institutions, on a aussi donc la Cour des comptes, dont la mission est d'améliorer la gestion financière de l'Union européenne, veiller à la bonne utilisation des budgets de l'Union européenne, et son siège est au Luxembourg. Donc je viens de vous parler à l'instant de la Banque centrale européenne, mais du coup, on va peut-être voir qui sont les pays qui utilisent l'euro aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, donc, tous les pays n'utilisent pas l'euro. Moi, si vous voyez bien, ah, dézoomer un peu. Bon, ah bah, je cache la Chypre. Donc, dans les membres de l'Union européenne, donc on a aujourd'hui, donc on a la France, Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, Pays-Bas, Irlande, Espagne, Portugal, Italie, Malte, Grèce, Chypre, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Et fait assez intéressant, on a deux pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui utilisent quand même l'euro. Donc le Monténégro, le Kosovo, et même plus que ça, excusez-moi, j'en dis que deux, mais on a aussi le Vatican qui utilise aussi l'euro, ils ont leur propre euro qui sont assez rares, et Monaco aussi utilise l'euro. Et Andorre, pardon, excusez-moi. Donc du coup, si je récap, on a donc 5 pays hors de l'Union européenne qui utilisent l'euro. Donc, je me répète, Andorre, Monaco, Vatican, le Monténégro et le Kosovo. Bon, bien évidemment, Monténégro, Kosovo, on peut considérer comme deux pays quand même de taille un peu plus grande par rapport à l'Andorre, à Monaco et au Vatican, qui sont des pays, ces trois pays-là, ils sont enclavés au sein de l'Union européenne. Donc c'est pas des très très grands pays, c'est pas forcément illogique qu'ils utilisent aussi l'euro. Par contre, pour le Monténégro, Kosovo, il n'y a aucun pays de l'Union européenne autour d'eux, donc eux, c'est un petit peu plus étonnant. Ensuite, en plus de ça, donc on a des pays, comme je disais, qui n'utilisent pas l'euro, donc le Danemark, la Suède, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Croatie, la Roumanie et la Bulgarie. Donc principalement des pays de l'Est et du Nord qui n'utilisent pas l'euro. Et à savoir donc que l'euro a été intégré donc en 1999, donc pour les entreprises, comme ça dès 1999 ça fonctionnait, et pour les particuliers, l'utilisation générale de l'euro a été fait en 2002. Hein. Personnellement, je m'en souviens bien, j'avais eu une petite pochette avec, je crois, il devait y avoir 10 euros et toutes les pièces dedans, ça devait représenter 100 francs à l'époque, donc c'est 15 euros. Et on avait toutes les pièces de l'Union européenne, un gros changement. Et donc, en plus de la zone euro, on a une troisième surcouche par-dessus qui est l'espace Shenzhen. Donc, l'espace Shenzhen, c'est quoi? C'est un espace de libre circulation des biens, des marchandises et des personnes entre les différents pays. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxe de douane, il n'y a pas de douane physiquement, vous pouvez passer d'un pays à l'autre, on ne va pas vous demander votre carte d'identité, on ne va pas vous demander votre passeport, vous n'avez pas besoin de visa.
Donc, dans les membres de l'espace Shenzhen, dans l'Union européenne, donc il y a 27 pays moins 4 pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, qui font pas partie de la zone Schengen, donc à savoir la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre. Et vous remarquez qu'aucun de ces pays-là n'a non plus l'euro. Et l'Irlande aussi. L'Irlande ne fait pas partie de la zone Schengen. Par contre, l'Irlande possède bien l'euro. Par contre, encore une fois, parce que c'était pas assez simple hein, comme ça, bah, on a des pays qui font pas partie de l'Union européenne, qui n'ont pas l'euro, mais par contre ils font partie de Shenzhen, donc comme la Suisse, donc il n'y a plus de frontière entre la France et la Suisse, et tous les autres pays, la Norvège et enfin l'Islande.